Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur votre plateau Entretien Brut, le plateau qui fait un décryptage de l'actualité. Exceptionnellement sur ce plateau aujourd'hui, nous avons un seul invité. Voilà, le deuxième invité a eu un inconvenu de dernière minute. Donc pour ce sujet, ce plateau d'aujourd'hui, voilà, on va avoir une seule personne. Il s'agit de Monsieur Cheikh Amala Batili. Il est secrétaire politique à la section Adema Commune 5. Monsieur Batili, bonjour. Bonjour Madame Ega. Ça va? Vous allez bien? Bien. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Voilà, téléspectateurs de Mandé TV, j'en profite en même temps pour faire un peu de visibilité. Il s'agit de Siza Mode. Voilà, Siza Mode a habillé votre présentatrice du jour. Vous voyez très bien, cette tenue, elle a un événement, une vente privée qui arrive très prochainement. C'est du 29 novembre au 1er décembre. Voilà, vous pouvez chercher Siza Mode au niveau de toutes les plateformes des réseaux sociaux pour avoir d'amples informations. Monsieur Batili, ça va en politique? Vous regardez un petit peu l'actualité, ce qui se passe? Bien sûr, comme tous les Maliens. Très acharné ou Pas trop acharné parce que récemment, bon, avec les engagements au niveau professionnel, c'est vrai qu'on essaie de jeter un coup d'œil, mais il faut reconnaître aussi que compte tenu du contexte de notre pays, on se doit en tant que cadre d'observer un peu ce qui se passe parce que à tout moment, voilà, il faut analyser, savoir, en tout cas se positionner, s'engager, etc. Donc nous sommes obligés en tant qu'hommes politiques de suivre l'actualité pour que vraiment nous puissions jouer notre rôle. Merci beaucoup. Nous saluons au passage la diaspora qui nous regarde par le monde et on les remercie particulièrement. Aujourd'hui, un petit big up, salutations assez spéciales à la diaspora du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà, on est au courant que vous nous regardez. Et merci beaucoup avec ces captures d'écran que vous nous faites à chaque fois. Voilà, donc nous avons nos sujets, nos dossiers. Le premier sujet qu'on a sous la main, c'est les 1 an de l'entrée de l'armée à Kidal. Voilà, le 14 novembre 2023, l'armée malienne, les FAMA, sont rentrés à Kidal parce qu'il y avait une tension, parce que cette zone était très bouillonnante. Aujourd'hui, ça fait 1 année que l'armée est à Kidal et on l'appelle très souvent la reconquête de Kidal. Votre avis par rapport à ça? Bon, je pense que la rentrée de l'armée malienne à Kidal a été quand même une victoire stratégique, parce qu'il faut le savoir depuis 2012. Kidal, je peux dire depuis les années 90, le pouvoir d'État, en tout cas, a été très limité dans cette zone-là, à cause de tout ce qu'on connaît, les différentes rébellions, etc. Ensuite, il y a eu ces problèmes de terrorisme, de djihadisme, etc. Mais je crois que en 2023, franchement, quand l'armée est rentrée, c'est une victoire stratégique. Parce que si on observe un peu la façon dont ça s'est déroulé, on peut dire que sur le plan opérationnel, les gens ont peut-être interprété les choses comme étant une facilité. Mais je crois que ça soit facile ou difficile, notre présence à Kidal, déjà, c'est une victoire stratégique pour l'armée. Maintenant, il s'agit de réussir justement à se faire accepter, parce que comme on le dit, le pouvoir d'État a longtemps été en tout cas rejeté dans la zone par les populations locales, sous l'influence justement des mouvements rebelles, etc. Donc c'est pour dire qu'il y a un gros travail qui reste à se réaliser sur le terrain. Il faut que l'armée réussisse cela. C'est-à-dire la victoire n'est pas forcément militaire. Aujourd'hui, quand je dis victoire stratégique, il s'agit juste de la présence symbolique de l'État. Et aujourd'hui, il s'agit pour notre gouverneur qui est là-bas, de pouvoir faire en sorte que les services publics reviennent, que l'État malien accepte d'investir dans les trucs économiques au niveau du développement local, pour permettre aux populations de comprendre que l'État joue son rôle à leur égard. Et je pense que ça facilite quand même l'acceptation, en tout cas, de ce pouvoir au niveau de Kidal. Parce que ça fait longtemps qu'ils sont restés sans cet État-là, en fait. Voilà. Est-ce que vous pensez que vous êtes d'avis par rapport à certains Maliens qui pensent que le président de la transition devait quand même pouvoir aller au bout d'1 année poser son pied au niveau de Kidal? Bon, je trouve que franchement, ça, c'est en fait, pour moi, c'est pas important. C'est pas important que le président se présente. Pourquoi? Le gouverneur, il est le représentant du président.
Et je pense que le président, nous sommes dans un contexte exceptionnel. Si c'était par exemple un contexte normal, où c'est un président civil qui est élu, etc., ça allait être un enjeu. Mais le président, c'est un militaire. Il peut se rendre là-bas quand il veut, même en période de guerre. Donc ça voudrait dire que sa présence symbolique, que les gens interprètent comme étant peut-être un pas, pour moi, franchement, ça n'apporte absolument rien. Le plus important, c'est la présence du gouverneur de Kidal à Kidal, et que ce représentant du chef de l'État puisse effectivement gérer la région. Et je pense que si ça c'est possible, et les militaires aujourd'hui ont pu sécuriser la zone, etc., même s'il y a comment on appelle, de l'insécurité résiduelle dans la zone, on sait que tout n'est pas rose, hein. Tout n'est pas rose. On est toujours en conflit, mais le simple fait que le gouverneur réside à Kidal, c'est déjà en fait une victoire. Hein. C'est le retour de l'État au niveau... de l'État, exactement. Pour moi, c'est ça la symbolique. Le retour de l'État. Parce que pendant longtemps, le gouverneur de Kidal était à Bamako ici. Comme d'ailleurs les chefs des autres institutions, etc., ils étaient tous à Bamako ici. Et je pense que franchement, aujourd'hui, le plus important, c'est que l'armée est rentrée à Kidal. L'armée réside à Kidal. Le gouverneur est à Kidal. Je pense que c'est ce qui est important. Encore une fois, tout ne se résume pas à la victoire militaire. Parce qu'on peut gagner d'un point de vue militaire, mais il faudra aussi que les populations puissent accepter. Justement, il y a eu aussi cette tension au niveau de la zone des Tizawaten. Voilà, et puis aussi, tout le monde est au courant, hein, cette tension, cette crise diplomatique même entre le Mali et l'Algérie. Exactement. Et je pense que ça, c'est, comme vous l'avez dit, c'est une réalité, mais je pense que Tinzaouaten, en fait, c'est un enjeu plus complexe qui dépasse carrément le cadre, en fait, du problème. Rien que militaire. Voilà, c'est pas que militaire. Tinzaouaten, c'est vraiment symptomatique de beaucoup de problèmes, à la fois sécuritaires, mais aussi géostratégiques. Ça, il faut le dire. Ce n'est pas simplement un affrontement entre le Mali et des groupes armés, etc. Mais c'est aussi des tensions entre, en fait, puissances extérieures, etc., etc. Il y a tout ça là-dedans. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est un truc très complexe. Mais j'avoue que, bon, la façon dont ça a été géré et la suite des événements nous ont montré quand même que, bon, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire pour pacifier la zone, mais aussi pour faire un déploiement stratégique de notre armée, mais aussi de faire en sorte que les frontières soient sécurisées et que nous ayons un rapport de bon voisinage avec l'Algérie. De toute façon, ce voisinage-là ne prendra pas fin demain. Quelles que soient les tensions, il faudra en parler, discuter, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que quelque part, bon, les discussions, les échos qu'on a des discussions entre le Mali et l'Algérie, ça montre que, bon, on est en train quand même de s'acheminer vers, voilà, une baisse des tensions au moins. Même si c'est pas réglé, la tension va être baissée. Quelle stratégie vous pouvez conseiller au gouvernement si vous avez l'occasion? En tout cas, moi, en ce qui concerne la zone de Kidal, c'est de conseiller au gouvernement, franchement, d'envisager en fait des actions très, comment on appelle, des investissements très lourds sur le plan socio-économique. C'est très important. Aujourd'hui, l'État doit travailler à ce que les services sociaux de base retournent à Kidal, mais aussi que l'économie locale puisse tourner, parce que les populations ils vivent de ça. Et nous savons que pendant la crise, la zone a été confrontée en fait à des types d'économies, de trafic de drogue, de trafic, etc. Donc ça voudrait dire que les acteurs locaux ont pris l'habitude en fait de faire d'autres types d'activités. Donc si ces activités on les arrête, il faudrait qu'elles soient remplacées par des activités formelles, des activités licites, parce que les autres activités de vente de drogue c'est illicite. Et donc, mais il faut que les acteurs continuent à se mouvoir et puis à bouger d'un point de vue économique. Donc, ce travail, c'est un travail que l'État doit organiser en fait. Donc, c'est pourquoi j'ai dit la présence du gouverneur déjà et la présence de l'armée peut permettre de créer les conditions en fait d'un redéploiement stratégique, non seulement des services sociaux de base, mais aussi en fait d'un investissement très lourd dans la zone pour qu'il y ait une économie locale qui puisse effectivement commencer déjà à faire bouger les choses. Voilà. D'accord, très bien, merci beaucoup par rapport à ça. En tout cas, l'armée, les FAMA, tous les Maliens sont avec eux. Je pense que c'est aussi ce que vous pensez et tout. Voilà, donc pour ça, bravo les FAMA. On est de tout cœur avec vous. Cette actualité-là, elle est claire.
En deuxième sujet, nous avons aussi, par la même veine, toujours par rapport à cette tension, c'est la rétrocession du dernier camp de la MINUSMA. Voilà, la MINUSMA qui avait annoncé de manière officielle en juin 2023 leur départ et qui normalement devait être effectif en décembre 2023, mais pour X, Y raison, il y a eu un peu de tractation, un peu de discussion, de diplomatie en dessous, et finalement ça s'est fait de manière officielle le 15 novembre dernier avec la remise symbolique de la clé qui boucle carrément à notre ministre des Affaires étrangères, M. Abdoulaye Diop. Quelle crainte ou quelle réussite pourrons dire par rapport à cette rétrocession? Bon, je pense que en ce qui concerne cette rétrocession, ça a été un processus qui a connu beaucoup de dysfonctionnements, parce qu'il y a des camps qui ont été cédés sans tension, mais d'autres camps c'est soit avec des affrontements, des morts d'hommes, etc. Je pense que le plus important, c'est que l'objectif du gouvernement de la transition, c'est de faire en sorte que les forces étrangères qui étaient présentes dans notre pays pendant ces 10 dernières années puissent quitter le pays. Parce que si on analyse un peu les résultats de leur présence par rapport aux missions qui ont été définies, je pense qu'il y a eu beaucoup de couacs. Je pense qu'on se rappelle par exemple de la dernière fois où, par exemple, Serval est intervenu au Mali, et normalement on devait recouvrer, c'est-à-dire que l'ensemble du territoire, c'était ça l'objectif. Et quand on est arrivé à Kidal, c'est l'armée française qui a demandé à l'armée malienne de s'arrêter aux abords de Kidal. Ça, c'était quand même un acte symbolique. Et je pense que c'est à partir de là qu'est parti tout ce problème lié à Kidal. Donc je pense qu'aujourd'hui, le fait de remettre la clé pour dire c'est fini la présence étrangère sur notre territoire, encore une fois, je peux qualifier aussi cela de victoire stratégique. Parce que c'est de dire aujourd'hui que le Mali ne peut que compter sur ses propres forces, ses propres moyens pour défendre son territoire dans son entièreté. Et même si après on peut être aidé, appuyé par des forces étrangères, ça sera avec les conditions du Mali et pas du tout de la volonté étrangère. Donc ça veut dire que voilà. Pour vous, la MINUSMA s'en va, oui, mais une autre force peut venir à la place? Mais bien sûr. D'accord. Le problème de la MINUSMA, c'est le fait que la MINUSMA n'obéissait pas, en fait, ne répondait pas aux besoins de l'État malien. La MINUSMA répondait aux injonctions en fait de l'ONU. Et je pense que leur présence a été, à un moment donné, saluée sur beaucoup de fronts. Par exemple, sur les questions de développement, etc. Mais ils ont dit qu'ils sont une force d'interposition. Mais force d'interposition entre qui et qui? C'est ça la vraie question. Parce que quand on regarde la lettre de leur mission et les pratiques qui se font sur le terrain, finalement, ça crée des problèmes. Parce que quand vous venez aider quelqu'un à recouvrer son territoire, à sécuriser son territoire, il faudrait tenir compte de ce qu'il souhaite, de ses besoins. Mais lorsque vous travaillez à ne pas tenir compte de leurs besoins, il va y avoir des incompréhensions. Et je pense que c'est ces couacs-là accumulés qui ont fait que finalement, ça crée un divorce entre vraiment le peuple malien et la MINUSMA, en fait. Parce que l'impression que le peuple malien a eu par rapport à cette présence, c'est le fait que la MINUSMA, par exemple, pouvait jouer un rôle si la MINUSMA respectait un peu la ligne, en fait, tracée par les autorités en place. Le problème, elle a commencé avec un pouvoir démocratiquement élu. Maintenant, ça se termine avec une transition qui n'est pas forcément sur la même ligne que l'autorité démocratique. Donc du coup, je pense qu'il y a eu beaucoup de chocs à ce niveau. C'est pourquoi j'ai parlé de problèmes géostratégiques, parce qu'il faut le dire, la MINUSMA, quand l'ONU intervient dans un pays, il y a aussi des enjeux internationaux qui sont là. Et tous les pays cherchent en fait à défendre juste leurs intérêts. Et donc le Mali aussi. Et je pense que dans la défense de l'intérêt du Mali, ça a créé beaucoup de frictions avec notamment la France et d'autres puissances occidentales, etc. Bon, qui trouvent que bon, aujourd'hui se retrouver face, par exemple, à un pouvoir militaire, etc. Donc ils ont commencé à se taper dessus sur la forme, etc. Donc ça a créé carrément le divorce et ça a été consommé. Sinon, au tout début de la transition, je pense que je me rappelle
Il y a eu des déclarations, par exemple, d'un mouvement de la société civile par rapport au départ de la MINUSMA, mais je pense que ces gens ont été recadrés à l'époque par le président du CNT, si je ne me trompe pas. Il a dit non, c'est pas leur mission de dire ce genre de choses. Ça voudrait dire qu'au début, ils n'étaient pas du tout dans cette logique. Mais chemin faisant, ils étaient obligés, en fait, de se ressaisir et de prendre une position tranchante par rapport à ça. Et je pense que les objectifs qu'ils se sont fixés, à mon avis, concernant le fait de reprendre en fait notre souveraineté en main, parce que ça c'est très important, que les choses concernant le Mali se décident au Mali. Ce n'était pas le cas, et grâce à cette transition là, au moins on peut dire que les choses du Mali se décident au Mali. Et ceux qui ne font pas, par exemple, n'aident pas le Mali en fonction des besoins du Mali, mais on te dit merci, il n'y a pas de souci. Ça crée beaucoup de problèmes, ça crée beaucoup de remous, mais ils ont fait ce choix et je pense qu'ils sont en train de s'assumer avec beaucoup de soucis. Hein. C'est pas tout n'est pas rose, mais je crois qu'ils ont quand même réussi une chose. La première pour moi, c'est le fait qu'aujourd'hui, la présence des forces étrangères qui pouvaient peut-être poser des problèmes comment on appelle, des problèmes opérationnels à l'armée malienne sur le terrain, parce que ça a bloqué l'armée à la porte d'entrée de Kidal, c'est un problème. Quand sur ton territoire, tu as une armée étrangère qui peut t'attaquer ou te faire, je sais pas, qui gère en fait des espaces où vous ne pouvez pas participer, c'est un problème. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils ont libéré comment on appelle, le terrain par rapport aux différentes forces en présence, et toutes les forces qui sont là actuellement sont sous le contrôle de l'État malien. Je pense que ça, c'est une réussite. Et deuxième chose, notre espace aérien aussi, grâce aux appuis en fait d'autres puissances étrangères, certes, mais nous contrôlons en tout cas aujourd'hui un certain nombre de choses au niveau de l'espace aérien aussi. Je pense que ça, ce sont des éléments qui peuvent contribuer quand même à trois choses pour moi. D'abord, aider l'armée justement à se renforcer, mais permettre à l'armée aussi de se déployer sur le territoire, mais permettre aussi à l'armée d'être autonome sur le terrain. Ça, c'est extrêmement important, avec beaucoup de problèmes certes, mais jusqu'à présent, je pense qu'ils sont en train quand même de se débrouiller pas mal. Vous êtes quand même sans savoir qu'il y avait eu cette discussion comme quoi les Occidentaux, notamment la MINUSMA, avaient du mal à pouvoir travailler avec les Russes. C'était clair parce qu'en ce moment, il y avait ce discours de Wagner qui était installé au Mali. C'est ce qui a un peu aussi envenimé les rapports entre le Mali et la MINUSMA. Vous êtes quand même au courant par rapport à tous ces rapports qu'ils ont pu faire sur le Mali avec des exactions, avec voilà, atteintes aux droits de l'homme et tout. On ne va pas refaire l'histoire. Oui. Mais en même temps, si la MINUSMA, disons, elle est partie, c'est clair, c'est acté, la Russie est le partenaire aujourd'hui stratégique, en tout cas pour la défense, au Mali. Supposez que la Russie, aujourd'hui, décide à rester à la place de la MINUSMA qui est partie. Vous venez de dire tout de suite que la guerre, les tensions, la crise au niveau du Nord n'est pas à être résolu que de manière militaire. Est-ce que par la même veine, vous pensez que la Russie peut être réellement le partenaire qui va assurer? Je pense que aujourd'hui, ce choix de la Russie comme partenaire a été un choix forcé. C'est un choix forcé, pourquoi? Parce que justement, les Occidentaux, si vous vous rappelez un peu... Un choix forcé. Qui a forcé qui? En fait, les Occidentaux ont forcé la transition à changer de partenaire. Parce que l'idée pour les Occidentaux, c'est quoi? Au lieu de permettre à l'État malien d'équiper son armée, de renforcer, c'est-à-dire que les capacités opérationnelles de l'armée, ils préfèrent investir en fait dans une armée étrangère pour jouer ce rôle à la place de l'armée malienne. C'est pourquoi vous avez constaté que de 2012 jusqu'en 2020, en fait, les possibilités, les capacités opérationnelles de l'armée étaient très limitées. Très limitées. Mais après, ils ont dit, bon, on a fait beaucoup de formations, etc., à travers le truc de l'Union européenne pour la formation des militaires et tout, sur les droits de l'homme. C'est eux qui ont dit tout ça. Et nous, aujourd'hui, nous savons que dans notre armée, nous avons des cadres qui sont formés dans des grandes écoles internationales, etc. Le problème ne se pose pas. Maintenant, pour revenir au sujet en ce qui concerne les rapports, par exemple, de la MINUSMA sur les exactions, etc., qui ne peuvent pas travailler avec les Russes. Quand vous venez aider quelqu'un,
C'est pourquoi j'ai parlé des besoins du Mali. Vous n'avez pas à lui dire que je ne peux pas travailler avec toi parce que tu travailles avec un tel. Je pense que ça, c'est vraiment un problème d'ingérence dans la souveraineté, en fait. Les États sont libres de choisir leurs partenaires. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait que tous les États occidentaux sont libres de faire leurs choix, etc. Le problème, c'est qu'ils sont dans une logique politique qui est quasiment, en fait, à l'encontre des intérêts des États en Afrique. On a constaté ça dans beaucoup de pays. Chaque fois que l'ONU intervient, par exemple, le cas du Congo, ils sont là-bas des années durant, mais rien ne change, ça s'empire d'année en année. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de solution. Et on a vu leur intervention, par exemple, en Côte d'Ivoire. Ils sont venus pour faire une force d'interposition, pour sécuriser, etc. Mais c'est eux qui ont bombardé le palais du président, finalement. Et ils le revendiquent même. Donc, du coup, quand vous voyez, en fait, une armée étrangère qui menace la sécurité même de votre, des populations, parce que je rappelle quand même que le bombardement qu'il y a eu, c'est la MINUSMA qui a fait le rapport, hein. Quand ils ont bombardé, par exemple, un truc de mariage où ils ont dit que c'est des terroristes, etc., mais ils ont reconnu que, bon, ce sont pas, c'est la France qui a bombardé, certes, mais que c'était des terroristes. Mais les rapports des Nations Unies indiquaient que c'était vraiment des gens qui étaient en train de faire une manifestation pour un mariage. Donc c'est pour dire que tout ça montre que, quelque part, il y a en fait une divergence fondamentale par rapport d'abord à la philosophie, comme je l'ai dit. Mais si nous rentrons dans les questions de géopolitique, il y a des questions de positionnement stratégique, etc. Donc, vous ne pouvez pas avoir en fait des intérêts divergents et dire que vous pourrez collaborer. C'est pas possible. D'accord. Et vous pensez que la Russie peut faire l'affaire? La Russie peut faire l'affaire. Au-delà de l'affaire militaire. L'affaire militaire, pour deux raisons. D'abord, quand vous constatez la présence militaire, ils étaient très nombreux. Les effectifs militaires, quand on prend Barkhane, depuis Serval, hein, Serval c'était autour de 5000 hommes. Après, ils sont partis avec les Occidentaux qui se sont rajoutés. Mais à un moment donné, on s'est retrouvé avec 20 000 hommes ici. Pourquoi? D'accord. Voilà. Donc, pour nous, la Russie n'a pas atteint cet effectif. Mais la deuxième chose, c'est le fait que même, comme on appelle, je ne me rappelle pas, c'est le président guinéen, il a dit une fois, Doumbouya, il a dit que quand la différence entre les Américains et les Français, c'est que quand les Français vous forment, en partant, ils amènent leurs munitions, leurs armes, vous n'avez rien, alors que les Américains, quand ils vous forment, ils vous laissent les armes, etc. Donc, il y a une différence de philosophie. Aujourd'hui, avec la Russie, l'État malien peut acquérir des armes létales, ce qui a été refusé par les Occidentaux. Parce que si on autorise l'État malien à s'équiper en armes létales, ça voudrait dire que si jamais ces forces étrangères refusent d'obtempérer sur leur territoire, ça va être une confrontation, un affrontement qui risque d'être en fait au détriment des armées en présence. Parce qu'il faut le dire, parmi ceux qui étaient là, c'est plus des instructeurs, ce n'étaient pas des militaires aguerris, des forces spéciales, etc. Ils étaient partis. Donc quand ils se retrouvent en confrontation, c'est un souci. Voilà. Peut-être le dernier mot que je veux souligner, c'est par rapport à Wagner. Mais Wagner, je rappelle juste le dernier ambassadeur malien en France, et j'ai oublié son nom. Diallo. Voilà, Diallo. Alors, vous vous rappelez un peu de son audition. Ce fameux buzz. Ce fameux buzz-là, parce que tout simplement, il a mis les Tu faisais allusion comme quoi il y avait des mercenaires ici plutôt que... Les forces, la légion étrangère, par définition, c'est des mercenaires. Ils n'ont pas de siège là-bas. Ils sont toujours à l'étranger, dans des interventions militaires à l'étranger. Revenons à Wagner. Voilà. Donc, Wagner et la Légion étrangère, c'est la même chose. Hein. Ben voilà. Si c'est la même chose, ça veut dire qu'ils ont en fait le même qualificatif et la même procédure de travail. Ils n'ont pas la même philosophie. Ah. Les Russes n'ont jamais eu la même philosophie que les Occidentaux en matière de partenariat. Ça, je pense que c'est connu de tous. Et ils n'ont jamais été impliqués dans des histoires de colonisation ou de néocolonialisme, etc., etc. Après, vous pouvez ne pas apprécier tout ce qu'ils font. Mais je pense qu'aujourd'hui, comme j'ai dit au début, le Mali a fait un choix forcé. Et ce choix forcé, c'est un choix de raison. C'est-à-dire chercher à être avec quelqu'un, même si c'est le diable, s'il me permet de réaliser moi mes objectifs, à un tenter, mais je vais tenter ça. Ça vaut mieux que de continuer avec celui qui me bloque des années durant, et on ne bouge pas, et après, voilà, il y a un risque aussi que ça dégénère après. Donc je pense que franchement, c'est un choix, à mon avis, qui vaut mieux quand même que le premier choix qu'on avait, voilà. Qui doit devenir un choix stratégique aujourd'hui. Un choix stratégique, par la suite. Par la suite.
Merci beaucoup, Monsieur Bathily, pour votre quand même franchise par rapport à cet entretien qui est brut. Téléspectateurs de Mandé TV. Nos sujets nationaux sont maintenant bouclés. Nous avons des sujets au niveau de la sous-région. Voilà, le Sénégal qui avait fait des élections législatives en date du 17 novembre dernier. Le PASTEF de Ousmane Sonko et Diomaye Faye le remporte haut la main avec quand même un score très intéressant. Votre avis par rapport à ça, le PASTEF, la politique sénégalaise aujourd'hui? Bon, moi je dis bravo au PASTEF, il n'y a pas de surprise. Hein. Voilà. Je pense que le PASTEF c'est un jeune parti qui regorge aussi de cadres jeunes, et ce qui est très rare. Hein. Ce qui est très rare dans nos pays africains, parce que généralement quand vous voulez être cadre dans un parti, il faut attendre être 50 ans, 60 ans pour être un grand cadre du parti. Mais aujourd'hui, le PASTEF a démontré quelque chose qui était en gestation au Sénégal, je pense, depuis la tentative de 3e mandat de l'autre, Abdoulaye Wade. Je pense qu'ils ont quand même créé en fait une sorte une mouvance en fait de la société civile pour barrer la route à ces genres de tentatives. Je pense que ça c'est salutaire parce que ça montre un peu le niveau de maturité du peuple sénégalais sur le plan démocratique. Et j'avoue que ça c'est très rare dans nos pays africains. Et moi j'avoue que je les admire pour cela. Et c'est pourquoi pour moi Ousmane Sonko et Diomaye Faye, c'est-à-dire que ces deux-là symbolisent aujourd'hui, à mon sens, hein, le renouveau en fait de la politique en Afrique, parce que franchement ils ont quand même en fait, si je puis dire, c'est-à-dire que tout ce qu'on pouvait penser impossible ils ont franchi ces caps-là en disant que bon, le travail politique, généralement, il y a beaucoup de corruption, d'arnaque, etc. Et ils ont accepté de mouiller le maillot sur le terrain, de travailler. Et ils ont démontré que si vous voulez vraiment être avec le peuple, il faut être avec le peuple. Au moment venu, le peuple sera là pour vous. Ça, c'est possible en politique. On a longtemps pensé qu'en Afrique, tout se joue avec les achats de conscience, etc., etc. Mais à un moment donné, on ne croyait plus à l'effort, en fait, de terrain. Pour dire que quand vous travaillez sur le terrain, vous pouvez faire des résultats. Aujourd'hui, le président Diomaye Faye a été élu. Je pense qu'il est sorti de prison. Il n'a même pas eu le temps de faire la campagne. Il a gagné les élections. Ça veut dire que ce n'est pas lui, mais c'est le mouvement. Et eux, ils ont travaillé à cela pour dire que la force du PASTEF, ce n'est pas en fait le sommet où c'est tout le monde. En fait. Donc, ils ont su canaliser les énergies, en fait, de l'ensemble des soutiens, etc. Ils ont pu fédérer autour d'eux des forces qui n'étaient pas forcément fédérables auparavant, hein, parce que on se rappelle quand même que sans le soutien du parti de Abdoulaye Wade, cette victoire n'allait pas être une réussite. Et je sais que si c'était Ousmane Sonko qui était le candidat, je ne pense pas que Wade allait accepter de soutenir. Mais Dieu a fait que lui, il est en prison et que c'est Diomaye Faye et la négociation a pu aboutir. Et je sais que le choix de Diomaye Faye a été décisif, hein, pour faire plier le vieux loup Abdoulaye Wade. Donc je pense que ça c'est très important. Je pense que le fait que par exemple ils ont gagné ces législatives, c'est dans la logique même institutionnelle et démocratique. Ça montre que quelque part, leur victoire aux élections présidentielles, ce n'était pas un hasard, parce que ça a été confirmé. Maintenant, c'est un soutien populaire, net, mais il faut que ce soutien populaire, ça va alourdir un peu les espoirs. Et je pense que c'est à ce niveau-là que moi, je m'inquiète. Qu'est-ce qu'on peut craindre de ce duo? Qu'est-ce qu'on peut craindre? Ce duo, pour moi, en fait, ils ont beaucoup de réformes à faire. Et ce ne sont pas des réformes faciles. Mais là, le tapis rouge leur a déroulé pour pouvoir faire ça. Ils ont le pouvoir de le faire. C'est pourquoi je dis je m'inquiète. Parce que le problème des fois, c'est que quand on n'a pas le pouvoir de faire quelque chose, on peut promettre. Mais quand on a le pouvoir, peut-être d'autres idées peuvent venir. De bonne foi, ils peuvent vouloir peut-être prendre d'autres trajectoires, etc. Parce que le contexte, etc. Mais le problème, c'est que c'est quand on est le pouvoir, on a plus d'informations. Quand on a le pouvoir, on a plus de vision, en fait, par rapport à ce qu'on était auparavant. Et le problème, c'est que si, par exemple, ils font ces genres de changements, il faudrait qu'ils associent la base.
Parce que franchement, si jamais ils font ces changements sans la base, je pense que ça risque de mettre le truc en péril. Sinon, aujourd'hui, ils ont toutes les chances de réussir tout ce qu'ils veulent faire au Sénégal. Et je pense que franchement, moi, je leur fais confiance. Vous pensez que ça va impacter un petit peu la zone, la géostratégie, la géopolitique dans le Sahel? Bien sûr. D'accord. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on a intérêt à ce que le Sénégal continue dans cette voie. Parce que tous les problèmes qu'on a aujourd'hui dans les pays de l'AES, dans les autres pays comme la Côte d'Ivoire, je pense que c'est des problèmes qui peuvent peut-être trouver leur solution dans la réussite au Sénégal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le cas de la CEDEAO, je pense que ça, c'est un enjeu aussi, parce qu'à la fin de décembre, le Mali doit gérer beaucoup de soucis par rapport à ça, parce que les NA sont achevés. Est-ce qu'on est vraiment sorti? On n'est pas vraiment sorti. Je pense que ça, c'est une question qui reste à poser. Et je pense que le président Diomaye Faye, il a quand même entamé une démarche. Et quand il est arrivé au niveau de la CEDEAO, on lui a donné une mission. Et je pense que c'est cette mission-là qui est quand même une mission pas facile, mais que je trouve aussi facile parce que, vu sa position, parce que il n'a pas d'implication directe sur les histoires du passé, etc. Donc, franchement, il a les cartes, à mon avis, pour pouvoir enclencher au moins des négociations sincères et des négociations plus poussées avec les États du Sahel. Et je pense que ça va changer tout. Parce que, en fonction des résultats de ces négociations, la question de l'AIS va être reprécisée en tenant compte des conclusions justement de ces négociations-là, mais aussi la question de la CEDEAO. Parce que finalement, la CEDEAO, c'est quoi finalement? Parce que si sans l'AIS, la CEDEAO vaut quoi finalement? Parce que Diomaye Faye lui-même l'a dit, il dit que c'est des choses lignes. Soit ils vont trouver un accord avec ceux qui sont partis pour le faire revenir et créer la CEDEAO des peuples, la CEDEAO selon la volonté des États qui sont là-dedans, sans influence extérieure, ou alors si ces gens décident de partir définitivement parce qu'ils n'ont pas pu les faire ramener, mais chaque État aujourd'hui a le devoir de négocier des accords de partenariat État à État. Et donc je pense que ça va chambouler le tout. Ça voudrait dire que tout ce qui a été réalisé par la CEDEAO, on sait que tout n'est pas rose, mais il y a de bonnes choses qui ont été réalisées. Aujourd'hui, quand on voit tout ce qui concerne la libre circulation des biens et des services, etc., c'est pas achevé, mais il y a quand même ça a permis des choses. Du positif, voilà, il y a des choses positives là-dedans, on peut pas les nier. Maintenant, si le côté gestion, par exemple, des crises politiques, etc., on sait que là-bas, bon, ça n'a pas trop marché, la force en attente, etc., tout ça, c'est des choses qu'il faut repenser. Et je pense que franchement, s'ils engagent des discussions franches et nettes, parce qu'aujourd'hui, les États, quand même, chaque État décide pour lui-même, je pense. Peut-être, en tout cas, les influences étrangères dans les différents États sont très limitées aujourd'hui. Donc, on peut se permettre quand même des discussions franches et de trouver de communs accords, des complémentarités entre les pays et une redéfinition carrément, en fait, de l'architecture de la CEDEAO, de la vision de la politique de la CEDEAO. C'est leur devoir historique. Et je pense que bon, ça à eux maintenant de saisir l'opportunité de réaliser ce que l'histoire leur offre comme opportunité de saisir. Voilà, c'est tout. D'accord, très bien. Merci beaucoup, M. Bathily. Je rappelle ici encore une fois, téléspectateurs de Mandi TV, que nous avons M. Cheikh Amala Bathily, le secrétaire politique de la section Adema de la commune 5. Voilà, dans un entretien très franc avec lui. Notre prochain sujet est du côté du Gabon. Le Gabon qui a fait le référendum le 16 novembre dernier avec 91,80% du oui pour le président de la transition gabonaise. Le Gabon, il faut dire que ça, déjà, l'organisation de ces référendums, c'est déjà une réussite, comme je l'ai dit. C'est une réussite parce que déjà, ça met fin, en fait, à une gestion, comme on le dit, du père Bongo. Du père Bongo, d'une quarantaine d'années de gestion, etc. Je ne veux pas me prononcer là-dessus, ce qu'il a fait en bien, mais je trouve que ce n'était pas du tout un truc, un État démocratique. En ayant aujourd'hui ce référendum, en ayant une constitution en main, l'opportunité est donnée aux Gabonais de saisir, voilà. Alors, vous pensez que ça va devenir un État démocratique dans la mesure où le mandat présidentiel va être 7 ans? Oui.
où la suppression du poste du ministre va être effective, ce sera à la place d'un vice-président. Oui. Et le pouvoir sera donné au président de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale. Oui. À ce niveau, je pense qu'il faut peut-être faire la différence entre le concept théorique de la démocratie et les pratiques démocratiques. Vous savez, c'est ce qu'il y a le président Poutine qui dit que la question des droits de l'homme est définie selon chaque pays. Et c'est la réalité. La démocratie également. C'est quoi le problème? La démocratie, vous allez faire des choix institutionnels. Il s'agit de voir si ces choix institutionnels peuvent permettre au peuple vraiment de décider pour lui-même. C'est tout. Maintenant, la question fondamentale qui va se poser, c'est de dire, en faisant ces choix institutionnels dans la pratique, est-ce que les acteurs parviennent à jouer leur rôle correctement? En jouant leur rôle, est-ce que ces rôles permettent au peuple vraiment d'exercer leur pouvoir? Ça, c'est un souci. Et je pense que même dans les pays où on a mis la séparation des pouvoirs et tout, ces pouvoirs séparés sur le plan juridique se sont mélangés dans la pratique. Ça voudrait dire que quand on n'est pas de bonne foi, des fois même avec de bons textes, on va faire de mauvaises pratiques démocratiques. Et je pense que c'est cet enjeu qui est là. Il faut juste faire confiance au peuple gabonais. À mon avis, le président, c'est vrai que c'est un président de transition, c'est un militaire. Mais en tout cas, les pas qu'il est en train de poser, ce sont des pas, à mon sens, qui peuvent permettre aux Gabonais de rompre avec le passé. Maintenant, je ne peux pas prédire un peu. Est-ce qu'on peut prendre exemple de ce président de transition pour les autres pays qui sont en période de transition? Parce que déjà, même là, pour ce référendum, ils interdisent la double nationalité. Oui. Ils vont même plus loin en disant que la personne qui veut se présenter à la magistrature suprême n'a pas le droit d'avoir comme conjoint un non-gabonais. Or qu'on sait qu'aujourd'hui, le monde va de plus en plus vers du métissage. Ouais. Bon, je crois que ça, ce sont des règles peut-être qui sont fixées au regard du contexte actuel. Ils ne le font pas par hasard en fait. Peut-être qu'ils soupçonnent, je ne sais pas moi, des possibilités de déviation, etc., etc. Ils essaient de mettre des garde-fous. Je ne sais pas si c'est justifié ou pas, parce que ça va dépendre en fait, comme je l'ai dit, du contexte. Et quelque part aussi, c'est parce que Ali Bongo, son épouse, était non gabonaise à la base. Exactement. Donc, je pense que ça, ce sont des choses qui doivent être, à mon sens, c'est-à-dire si on veut faire une lecture simple de ce contexte-là, à mon avis, ils peuvent mettre des règles aujourd'hui. Peut-être ils vont se rendre compte que dans l'application, ça va créer des problèmes. Aujourd'hui, peut-être ils le font pour peut-être éviter certaines situations, mais que dans la pratique, ça va créer plus de problèmes que de solutions en fait. Peut-être ils auront l'occasion, comme je l'ai dit. Parce que pour moi, les institutions démocratiques, on ne peut pas en fait les copier, les coller chez nous. C'est-à-dire qu'il faut commencer par quelque chose avec une volonté ferme de pouvoir donner le pouvoir au peuple. Et si vous voyez que, chemin faisant, il y a des règles qui vont à l'encontre de ce principe, il faudrait modifier ces règles au fur et à mesure. Mais si vous prenez les règles qui marchent ailleurs, vous les appliquez chez vous, comme je l'ai dit au Mali, on a quand même institué tout ce qu'il faut sur le plan institutionnel. Si vous prenez par exemple le statut de l'opposition, on a mis tout, mais on a vu ici que les opposants à la fin des élections, les opposants sont les premiers à vouloir être dans le gouvernement. Bon, mais ils sont dans le gouvernement, mais ils sont les premiers à juger sur le gouvernement. Alors que les règles même doivent nous pousser à ne pas être quand même dans la gouvernance. Pourquoi? Parce que vous êtes là à juger l'action du gouvernement. Donc, vous ne pouvez pas être jugé parti, en fait. Donc, des fois, je me dis que au-delà des principes démocratiques, il y a aussi les pratiques démocratiques. Donc, pour moi, il faut peut-être donner la chance aux Gabonais, peut-être d'apprendre aussi à faire des bonnes pratiques démocratiques, à s'inspirer des pratiques qui se font dans d'autres pays. Moi, je l'ai dit, comme le Sénégal, voilà, ça peut être inspirant, quoi. Mais le président de la transition du Gabon ne peut pas être peut-être un modèle pour les autres parce que les réalités ne sont pas les mêmes en fait. Voilà, d'accord. En tout cas, c'est leur première transition. Donc, ils ont quand même cette latitude de pouvoir essayer quelque chose et puis de voir. Par contre,
compte, le président de la transition gabonaise, il s'est quand même démarqué pas mal parce qu'il a donné des échéances par rapport à des résultats au niveau de certaines structures et carrément, on a vu ces vidéos un peu partout sur les réseaux sociaux où il annonçait que les salaires exorbitants, que c'était fini, que maintenant place au travail. Dans la même veine, le président de la transition est décidé à partir avec 2 ans de transition. Donc les élections prochaines sont déjà connues. La date est pour août 2025. Votre avis par rapport à ça? Bon, je crois qu'à ce niveau, franchement, comme je l'ai dit, il a posé des actes forts, hein, mais encore une fois, les instructions qu'on donne pour les réaliser, il faudrait attendre leur matérialisation dans les textes de loi notamment. Par exemple, le fait de parler des salaires faramineux, etc., etc. Jusqu'à présent, il faudrait juste qu'on voit ce qu'ils vont fixer comme d'abord par rapport à la fonction publique. Si on voit le statut des fonctionnaires, s'ils révisent tout et mettent tout au truc. Et puis, le code du travail aussi doit indiquer un certain nombre de choses. Et tout ce qui concerne les postes institutionnels, les premiers responsables, plafonnés. Si tout ça là est matérialisé dans la loi, je pense que c'est une garantie. Donc, que ça soit le président de la transition ou un autre président élu, il ne peut qu'appliquer la loi. Et je pense que ça va être à son actif. Mais pour l'instant, comme on l'a dit, c'est des instructions fermes, c'est des, comment on appelle, des actes forts, mais on attend que ça se matérialise. Qu'est-ce qu'on peut trouver salutaire avec cette transition au Gabon? Je trouve que déjà, le fait de donner un calendrier déjà, ça c'est une très bonne chose. Parce que là, on connaît le début et la fin de la transition, c'est clair. Mais entre les deux, il y a des actions à réaliser et je pense que pour l'instant, ils sont en tout cas en phase avec le calendrier qu'ils ont. Maintenant, il ne faut pas aussi croire que parce qu'on a donné la fin de la transition, que c'est la fin de la transition. Hein. Et nous, au Mali, on est quand même suffisamment vaccinés pour savoir que des fois, il y a des réalités qui peuvent amener à allonger l'échéance, etc. Mais si c'est pour les bonnes raisons, je pense que le problème ne se pose pas, vraiment. Parce que j'ai toujours dit que, en fait, on s'est trompé, surtout au Mali ici, en se focalisant beaucoup sur la durée de la transition, sans parler en fait du contenu de cette transition. Parce que si vous ne déterminez pas les actions que vous allez réaliser, ce sont ces actions-là qui doivent être consignées dans un plan d'action, et à partir de là, vous allez évaluer le temps qu'il faut pour les réaliser, les ressources, etc. Mais si vous fixez, par exemple, la durée et vous dites, bon, voici qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans, vous allez mettre beaucoup de choses et finalement, vous ne pouvez pas le faire dans les temps impartis. Donc, je pense que c'est extrêmement important. Comme chez eux, ils ont déterminé un plan dans ce sens-là, il a déterminé les actions à mener, il a donné un calendrier. Pour l'instant, tout va bien, mais on n'est pas à terme. Et je pense qu'on attend de voir la suite pour vraiment le féliciter. Mais je trouve que quand même, dans un pays où c'est une première transition, franchement, déjà, il a réussi beaucoup de choses que beaucoup de pays n'ont pas réussi à leur première transition. C'était difficile. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Bathily. Monsieur Bathily, homme politique, téléspectateur de Mandi TV, nous allons en discuter. On va avoir un entretien franc, brut, ici, qui veut dire sans filtre. On ne peut s'empêcher de vous demander votre avis sur la situation sociopolitique au Mali. D'accord. Alors, je crois que la situation sociopolitique au Mali, c'est très complexe, hein, il faut le dire, c'est très complexe, mais ce que je peux dire, c'est de dire que, bon, la transition aujourd'hui, en tout cas, a enclenché une dynamique, à mon avis, qui depuis 2000, ce qu'ils ont appelé la rectification de la transition, hein, avec l'arrivée du général Assimi Goïta en 2021. En 2021, je pense qu'avec cette rectification, ils ont donné quand même une nouvelle orientation avec l'air dynamique, avec les 3 principes que le président lui-même a fixés. Dans ce cadre-là, je pense qu'ils ont réussi un certain nombre de choses. La première, c'est le côté vraiment
comme on appelle, militaire, où je pense que franchement, personne ne peut contester ces résultats. Aujourd'hui, même les adversaires, je ne parle pas d'ennemis, mais adversaires du Mali, sont d'accord que bon, les choses se passent, en tout cas, ça se passe très bien, en tout cas sur le terrain. C'est vrai qu'il y a des morts tous les jours, mais c'est ça aussi la guerre. Il y a quelques zones encore où c'est encore périlleux, hein, le centre, la zone de Badiangara, vous êtes sans savoir. Mais bien sûr. Non, parce que quand je vois, aujourd'hui, même les attaques qui se passent à Bamako, il ne faut pas être surpris, hein, on peut nous attaquer même à Bamako ici, parce que c'est un pays en guerre. Mais le problème, moi, mon souci, c'était que, par exemple, en 2012, c'est-à-dire que si vous prenez, par exemple, avant les accords de 2015, mais on est attaqué, mais vous allez voir que c'est pendant 3 jours, une semaine après qu'on peut réagir. Et chaque fois, on a des vidéos pour dire les Maliens, les militaires ont quitté telle zone, ils ont fait un repli stratégique. Mais aujourd'hui, partout où on est attaqué, il y a une réponse. Partout où on est attaqué, il y a une réponse. Je dis que le problème n'est pas réglé. C'est clair, tout n'est pas rose. Mais aujourd'hui, nous avons une armée qui a une capacité, en fait, de déploiement stratégique qui, quand même, fait des résultats sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, même les terroristes, etc., ils n'ont pas les mêmes stratégies opérationnelles. Hein. Ils ont changé. Finalement, on a vu que, bon, c'est en fait une guerre asymétrique. Donc, ça voudrait dire que nous sommes engagés dans ça pour le long terme. Mais le plus important pour moi, c'est que l'initiative, en fait, aujourd'hui, que l'armée a d'attaquer ou de ne pas attaquer, c'est déjà un pouvoir, à mon avis. Et je pense que ça, c'est une réalité. Maintenant, là où on peut quand même dire que cette transition n'a pas réussi, c'est l'inclusion. L'inclusion, notamment à l'égard des partis politiques. Et je pense qu'on a fait croire aux Maliens que, bon, avec le coup d'État, bon, la transition, les politiciens, c'est eux qui ont fait tout le sale boulot du Mali. Nous sommes dans ça, c'est les politiciens. Mais je pense que c'est pas que les politiciens qui ont géré ce pays. Et je pense que les responsabilités sont partagées. Je suis pas en train de dédouaner un peu les hommes politiques, mais c'est de dire que lorsqu'on est en responsabilité, c'est vraiment des réussites et des échecs. On les assume tous, hein. Aujourd'hui, la transition n'a pas que des réussites. Ça voudrait dire quand on gouverne, on ne peut pas gouverner seulement que par des réussites, mais il y a des échecs. Mais la question fondamentale qui se pose, c'est de dire lorsqu'on est face, par exemple, à des situations d'échec, il ne faut pas rester les bras croisés. Et si on te donne l'occasion de rebondir, mais il faudrait trouver des alternatives, etc. Et je pense que sur ce plan, cette idée est restée lettre morte. Bon, on avait beaucoup espéré avec l'avènement du premier ministre acteur, Dr Choguel Kokala Maïga, parce que c'est un homme politique expérimenté, etc. On avait espéré quand même, parce que c'était quand même son cheval de bataille. Quand il n'était pas premier ministre simple, voilà, il était homme politique, on va dire. Du M5 RFP. Il avait, je crois, 10 points de revendication ou quelque chose comme ça. Et franchement, son maître mot, c'était l'inclusion. Mais quand il est venu, voilà, il n'a vraiment pas pu réussir cette inclusion. Vous pensez que il n'a pas réussi ou il a contribué à ne pas inclure? Au contraire, il a même contribué à la fracture. Voilà, avec ses invectives, avec les partis politiques du mouvement démocratique, dont mon parti, l'ADEMA. Mais je croyais qu'à un moment donné, en politique, ces échanges sont vraiment constitués, en fait, pour moi, des occasions de faire des échanges francs pour trouver des possibilités de complémentarité, etc. Mais il a, en fait, gardé à l'esprit un principe. Et ce qui c'est pas bien, c'est de dire que ceux qui ont défendu le pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta jusqu'à sa chute ne peuvent pas être des acteurs qui vont faire en fait la révolution qu'ils cherchent le Mali courant. Quand vous dites ça, ça voudrait dire directement il faut écarter tous ceux qui sont restés avec le président Ibeka. Alors que la même personne avait prôné le contraire quand il s'agit, comment on appelle, quand Alpha Omar Konaré est arrivé au pouvoir en 92. C'est le même Choguel qui a dit donc qu'il y a des bons cadres qui ont servi Moussa, mais ce n'est pas parce qu'ils ont servi Moussa qu'on doit les écarter, etc. Et Alpha a pris quand même un certain nombre de ces cadres qui ont pu faire des merveilles au niveau de la CMDT, etc. C'est lui qui a défendu ça. Donc je trouve qu'en fait, il n'est pas cohérent politiquement si on regarde ces différentes positions. Alors que l'opportunité lui a été donnée, le président de la transition a donné des instructions dans ce sens, il a fait plusieurs discours, il a demandé à ce que le gouvernement travaille à l'inclusion. Mais malheureusement, le Premier ministre est resté sur sa ligne,
C'est-à-dire les forces réactionnaires ne peuvent pas faire de la révolution. Donc il a écarté un peu voilà, une bonne partie de la classe politique et c'est regrettable dans la mesure où aujourd'hui, si on veut faire la paix, mais on fait la paix toujours avec ses adversaires. On ne fait pas la paix avec les gens qui sont d'accord avec vous. On fait la paix avec les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, justement. Et la paix n'a de sens que parce que vous n'étiez pas d'accord et qu'aujourd'hui vous discutez pour trouver des terrains d'entente, même si on n'est pas d'accord sur tout, mais c'est sur quoi on peut être d'accord pour qu'on avance. Je pense qu'on peut trouver les moyens de le faire. Et je pense qu'il est suffisamment intelligent, à mon sens, hein, pour réussir cela. Mais justement, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il n'est pas dans cette démarche de paix aujourd'hui? Je trouve qu'il est dans l'invective et la fracture. Il est en train, en fait, tout ce qu'il a posé comme acte, c'est de déchirer la classe politique. Ce n'est pas de les rassembler. Et il le dit. Parce que pour lui, un homme, comment on appelle, les forces réactionnaires, selon lui, ne peuvent pas devenir des forces révolutionnaires. Donc pour lui, celui qui a contribué à participer au pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta ne peut pas faire le Mali courant. Ça voudrait dire si je décide de travailler avec vous, vous allez saboter mon travail. Mais pourtant, malgré tout, dans cette transition, il y en a pas mal qui sont bien sûr, dedans. Exact, mais pas de ça, grâce à lui. Hein. Ceux qui sont dedans, c'est pas grâce à lui. Des fois, c'est contre, et des fois, c'est des grincements dedans, hein, parce que, voilà, c'est des points de vue qui sont là. Et lui, franchement, je pense qu'il a raté, en fait, son coup, parce que, franchement, il aurait pu rassembler les gens. Donc, aujourd'hui, voilà. Pour vous, si la classe politique est vraiment discréditée, est vraiment bafouée, quelque part, par les citoyens, c'est un peu de sa faute. Non, je trouve que cette histoire de discrédit de la classe politique, c'est une impression, en réalité. C'est une impression, pourquoi? Vous allez voir qu'on dit, ah, c'est les partis politiques qui ont fait tout pour. Mais après, on dit, ah, on l'a appelé les partis politiques, ils ne viennent pas. S'ils ne viennent pas, continuez, mais continuez. Mais parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas faire un pays sans parti politique. Les politiciens, qui soient bons ou pas bons, c'est eux. On a des médecins, que les prestations de services ne soient pas bonnes ou pas, dans tous les cas, ce sont nos médecins. Donc, il s'agit de travailler à faire en sorte que les gens changent de comportement. Parce qu'aujourd'hui, si vous dites que parce qu'il y a eu, comment on appelle, des détournements de fonds, il y a eu de la fraude, il y a eu tout cela, il faut virer tous les fonctionnaires. Mais ça ne marche pas comme ça. Il y a quand même une justice qui est là. Les politiciens qui sont là, qui font des mauvaises pratiques, etc., mais il faut les condamner, il n'y a pas de souci. Les partis politiques ne sont en rien responsables des actes isolés qu'un membre peut poser. Par contre, lorsque, par exemple, c'est le choix du parti de dire, bon, nous mettons telle personne en mission, mais le parti est comptable de ces actes. Mais pas de ces actes en dehors. Parce que quand, par exemple, vous élisez un président, vous élisez pour le développement du pays. Ce président n'a pas été mandaté s'il détourne des fonds. Mais comment peut-on rendre le parti responsable de ces détournements? Puisque ça ne fait pas partie de ses missions. Nous, on l'a élu pour qu'il exécute les missions d'un président. Mais s'il pose des actes qui sont délictueux, il n'y a pas de souci. Mais la justice n'a qu'à faire son boulot, c'est tout. Et je pense que si on rentre dans ça, on peut assainir la classe politique sans pour rentrer dans des trucs d'étiquette qu'on colle aux gens en disant, bon, ils ont détourné, etc., etc. Aujourd'hui, nous pouvons dire la même chose aux gens. Si vous dites que ceux qui ont géré le pays, c'est eux qui ont fait que le pays aujourd'hui est dans les trous. Mais celui qui n'a jamais géré, il n'a aucune garantie de réussir quoi que ce soit, puisqu'on ne lui a jamais confié quoi que ce soit. Et si nous, on se met à dire ça, ça voudrait dire que tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, on va les discréditer parce que, justement, on va les reprocher le fait qu'ils n'ont pas d'expérience de gouvernance. Le Premier ministre aujourd'hui, il a toute son expérience politique de gouvernance a été réalisée dans le pouvoir des adversaires. Il n'a jamais réussi à gagner quoi que ce soit, mais des adversaires qu'il a combattus ont accepté de travailler avec lui. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que nous sommes tous des Maliens, nous sommes des cadres. Et je pense que lorsque c'est lui qui gouverne, c'est là où il veut aller, il fixe son cap, mais il peut prendre toute personne qui peut contribuer à l'aider à réaliser cela. Et si vous venez et que vous ne faites pas votre mission, mais il vous renvoie. C'est aussi simple que ça. C'est un message que vous voulez passer? Exactement. Voilà. C'est bien noté. Merci beaucoup, Monsieur Bathily.
Alors, on parle de climat sociopolitique et tout, mais on ne pourrait pas parler de ça sans parler de pratiques politiques aujourd'hui au Mali. Exactement. Votre analyse, votre avis surtout sur la pratique politique au Mali aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, en ce qui concerne la pratique politique au Mali, je peux dire que ce que nous pouvons appeler acquis démocratique, c'est qu'aujourd'hui, les partis ont été créés de 92 jusqu'à maintenant. Les partis de ce que le Premier ministre a appelé le mouvement démocratique, les partis du mouvement démocratique. Dans ces partis, la philosophie était simple. C'est que c'est des partis politiques qui avaient en fait une idéologie. On connaît très bien notre socle doctrinal. Vous prenez l'ADEMA aujourd'hui, nous sommes un parti socialiste. Nous connaissons notre socle doctrinal. Nous avons un projet de société. Nous avons également un parcours gouvernance de 10 ans. Le bilan a été publié. Et nous sommes un parti d'un point de vue institutionnel bien ancré. Parce que nous tenons nos instances régulièrement sans problème. Avec ou sans financement des partis politiques, on n'a jamais crié au loup pour dire qu'on ne peut pas tenir. On tient toujours nos instances sans problème. Pourquoi? Parce que nous avons eu la chance, en fait, de développer à l'interne une pratique politique, je peux dire, plus conforme, en fait, aux normes démocratiques. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que quand vous regardez le paysage politique, la plupart des partis, de la création jusqu'à maintenant, c'est le même président. Je pense que celui qui a pu faire l'exception, c'est Moussa Mara, récemment, qui s'est fait remplacer par un autre. Mais on le voit toujours à la tête. Oui, bon. De toute façon... Aux prochaines élections, on va voir s'il ne va pas se présenter. Ben, il n'est pas président de son parti. Il peut être candidat, mais il n'est pas président. Mais la plupart du temps, vous allez voir des présidents des partis candidats. C'est des choses, franchement, qui n'inspirent pas confiance, en fait. C'est comme si le président, en fait, il se sert sur un plateau d'argent, la candidature, etc. Mais au niveau de l'ADEMA, nous l'avons vécu. D'abord, les présidents du parti, on a connu des alternances. Depuis Abdraman Baba Touré jusqu'à, comment on appelle, Feu Marimatia Diarra qui est décédé. Aujourd'hui, le président par intérim, c'est Abdelkader Konaté en paix. Donc, je pense que franchement, il y a eu beaucoup d'alternatives. Ça voudrait dire que quelque part, cette alternance prouve à suffisance que l'exercice de la pratique démocratique que nous visons dans notre pays, nous vivons cela déjà au sein de notre parti. Et je pense que ça a créé beaucoup de remous, beaucoup de déchirures, mais nous avons quand même pensé ces blessures et nous avons accepté, malgré les difficultés, de continuer en fait à respecter ces règles démocratiques à l'interne du parti. Et je pense que le NDA quand même nous a félicité pour cela. Lorsque l'ANEBRAN a eu ses 20 ans, nous avons été félicités et nous avons été classés déjà comme étant le deuxième parti en Afrique après l'ANC, sur le plan institutionnel, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, au sein de l'ADEMA, ce qui a permis tout cela, c'est que dès la création, l'ADEMA a opté comme beaucoup de partis pour ce qu'on appelle le militantisme politique. C'est-à-dire, en matière de pratique politique, il y a deux choses. Soit vous êtes opportuniste, soit vous êtes militant. L'opportunisme politique et le militantisme. Il n'y a pas plus d'opportunistes? C'est le problème aujourd'hui. L'opportunisme, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a eu le coup d'État et je pense que le Premier ministre est revenu sur la question. Il a dit qu'il y a eu plus de partis politiques qui ont été créés, alors que les ANR ont demandé... En ces 2 ans-là que 30 ans. Mais tous ces partis politiques, des fois, vous allez voir des partis politiques qui sont représentés que par leur président et peut-être au total dans leur, je sais pas moi, dans leur base de militants, peut-être une centaine de personnes, une vingtaine de personnes, mais ils sont partis politiques reconnus et qui sont appelés dans des rencontres avec des partis historiques comme l'ADEMA. Et vous allez voir qu'on nous dit, ah, un parti égal à un parti. Un parti créé hier et un parti qui est là depuis, qui regorge, qui ont des responsables dans les institutions, etc. On ne peut pas les mettre dans le même sac. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, la pratique politique est plus menée par l'opportunisme politique que par le militantisme politique. Et je pense que ça, c'est un gros problème à la fois pour notre jeunesse et surtout pour les perspectives. Parce que dans les jours à venir, lorsque vous avez face à vous des opportunistes politiques,
Mais c'est très difficile d'avoir des accords, en fait, d'alliances politiques, électoralistes, etc. Parce que l'enjeu pour eux, c'est juste de saisir l'occasion pour avoir le pouvoir. Pour tous les restes, en ce qui concerne les programmes, ce n'est pas leur problème du tout. Et ils sont prêts à s'aligner avec toute personne qui peut leur permettre, en fait, d'avoir cette opportunité. Alors que lorsque nous sommes dans le militantisme politique, le militant politique, il a une idéologie. Si son idéologie n'est pas compatible avec la vôtre, ce n'est pas possible de faire des alliances. Nous avons des programmes. Si je vois que sur nos programmes, nous sommes divergents sur des questions, ce n'est pas possible qu'on puisse gouverner ensemble puisque nous décidons, par exemple, par rapport à l'école. Nous n'avons pas la même position par rapport à l'école. Si vous êtes là à dire, ah, il faut faire simplement des écoles publiques, fermer les privés, si moi je ne suis pas pour ça, mais pourquoi je veux être en alliance politique avec vous? Parce que c'est un conflit plus tard qui va se déclencher. Donc c'est pour dire que dans la pratique politique, si vous n'avez pas des militants politiques, c'est toujours la cacophonie dans les discussions, parce que ça ne sera pas des discussions d'information. Et aussi, dans la pratique, vous aurez toujours des problèmes parce que les engagements que vous allez prendre, ça risque d'être des engagements opportunistes et pas des engagements sur la base de programme, sur la base d'idéologie. Parce que l'idéologie, c'est comme la foi, en fait. La foi politique, c'est l'idéologie. Donc, si nous n'avons pas la même foi politique, je me dis que quelque part, on n'a pas de raison de gouverner ensemble ou alors de signer des actes pour faire des victoires. Non, ça ne vaut pas le coup. D'accord, Monsieur Bathily, homme politique du parti politique ADEMA, qui est là, qui essaie d'avoir une discussion assez franche. Dans cette même veine, mes questions vont toujours assez franches aussi. Voilà. Au-delà de la vie politique au sujet de la pratique politique, il y a aussi ce qu'on appelle la liberté d'expression, l'égalité des droits devant la loi et la participation citoyenne. Est-ce qu'aujourd'hui, tout fonctionne? Bon, je pense qu'aujourd'hui, en ce qui concerne la liberté d'expression, on a connu beaucoup de soucis par rapport à la liberté d'expression. On a connu ou on connaît toujours? Non, jusqu'à présent, hein, parce que peut-être si je n'ai pas les exemples actuels, etc., parce que je me souviens quand même qu'en ce qui concerne ces questions de liberté d'expression, il y a eu beaucoup d'entraves à cela sur certains points. Ça a été dénoncé déjà par, comment on appelle, la maison de la presse, etc., avec Dante, etc., mais ce que je peux dire à ce niveau, c'est pas que la liberté d'expression, en fait, qui est menacée. Parce que vous savez, nous sommes dans un pays où les soucis qui se posent, c'est que nous avons la constitution déjà qui était en place, hein, la constitution de février 92, qui était là. À présent, il y a eu le référendum qui a été promulgué, on a une nouvelle constitution. Entre la constitution, la charte de la transition et l'ancienne constitution, franchement, on ne sait pas en fait clairement nous sommes dans quel cadre. Ça, c'est un souci. Parce qu'il faudrait que cette situation soit clarifiée d'abord pour que tous les autres textes puissent être, en fait, faire le toilettage de tous ces textes-là pour que ça soit en phase avec ce que nous souhaitons en termes d'état de droit, en termes de démocratie, en termes de liberté d'expression, etc. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez les cas isolés, vous allez voir que dans certains cas, il y a des 2 poids 2 mesures. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a. Et je pense que ça n'arrange pas du tout les gouvernants. Mais de toute façon, les populations, le peuple malien est obligé d'assurer, parce que là aussi, il faut le dire, hein, chacun juge, par exemple, vous allez voir lorsque, par exemple, c'est les partis classiques là qui sont victimes de ça, ben, c'est eux qui sortent pour parler. Demain, s'il y a un mouvement associatif qui est victime, eux aussi, il faut sortir pour parler. Bon, je pense que ça, c'est en fait un contexte qui donne une certaine confusion, parce que finalement, chacun essaie de défendre, en fait, la liberté d'expression en ce qui concerne son corps d'appartenance ou je sais pas, voilà. Donc ça devient du corporatisme, etc. Autrement, il s'agit pour les gouvernants de s'organiser pour que franchement le climat soit plus fluide et que tous les acteurs puissent être jugés à égale mesure par rapport à la loi. Et je pense que cette pratique il y a le pouvoir judiciaire qui a un grand rôle à jouer et sur ce plan-là pour permettre franchement aux citoyens
d'avoir le sentiment que franchement, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Et ça, pour l'instant, nous n'avons pas atteint, en tout cas, à ce niveau-là. Le sentiment est que jusqu'à présent, il y a quand même, voilà, du deux poids, deux mesures par rapport à certaines choses. Voilà. Par la même veine, il y a certains qui ont dit par rapport à la sortie du PM aussi, vous pensez que le procureur devait plutôt réagir, s'autosaisir, comme ça a été le cas pour plusieurs personnes? Et le PM? Oui. Par rapport à sa déclaration, oui. Non, le procureur, c'est le procureur, mais c'est le PM. Il n'a pas parlé en tant que docteur Choguel, il a parlé en tant que PM. Le procureur n'a rien à dire et puis il a tenu un discours. Il a tenu un discours qui peut plaire ou qui peut ne pas plaire. C'est la liberté d'expression, encore une fois, c'est ce qu'on est en train de dire. Mais, encore une fois, ce qu'il a dit, je ne vais pas commenter ce qu'il a dit. Pourquoi? Encore une fois, c'est le PM qui a été nommé par le général Assimi Goïta, président de la transition. C'est lui qui l'a mis en mission et je pense qu'il a fait... Comme vous n'allez pas le commenter, je pense qu'on va s'en arrêter là. L'heure nous fera défaut. Voilà. Chers téléspectateurs de Mandi TV, nous sommes à la fin. Pour ne pas dire, l'heure nous est fait défaut déjà de quelques minutes, mais on était dans la lancée, on n'a pas voulu arrêter. Notre invité est Monsieur Cheikh Amala Bathily. Il est secrétaire politique de la section Adema de la commune 5. Monsieur Bathily, merci beaucoup pour cet entretien quand même. Et je vous laisse dire au revoir aux téléspectateurs. Bon, et je peux dire, souhaiter d'abord bon vent à la transition, parce que tous les Maliens ont intérêt que cette transition réussisse. Et je pense que les gouvernants qui sont là, il faut qu'ils écoutent le peuple. Il faut qu'ils écoutent vraiment le peuple qui est meurtri, frustré, etc. Écoutez, cela, c'est une façon pour eux aussi de montrer leur grandeur d'âme, quoi, pour essayer de voir comment ils peuvent prendre des dispositions pour réagir à cela. Je pense que c'est la mission principale de la transition. Voilà, c'est le message que je voudrais passer et de dire au peuple malien de tenir bon parce que cette crise-là n'est pas encore terminée. Il faut que nous puissions résister à toutes les critiques, voilà, les chamboulements et tout ce les coups qui vont venir à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Chacun n'a qu'à jouer son rôle, voilà, dans l'objectivité, dans la sincérité. Je pense que c'est le message que je peux dire. Et c'est moi qui vous remercie pour m'avoir donné cette occasion de m'exprimer sur ce sujet. Merci beaucoup, Monsieur Bathily, que je rappelle ici, le secrétaire politique de la section Adema de la commune 5. Téléspectateurs de Mandi TV, ainsi prend fin cet entretien du jour, voilà. Et nous remercions Sisa Maud, voilà, qui fait sa vente privée très prochainement pour le 29 au 1er décembre. Allez-y, c'est elle qui a eu l'honneur, j'ai l'honneur de porter une tenue de cette maison de couture. Donc, essayez d'être connecté avec cette maison. On se dit à la prochaine. Restez sur nos pages YouTube, Facebook et surtout sur nos ondes pour suivre la suite du programme. Je salue la régie qui a assuré l'enregistrement. À la prochaine.